Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, bonsoir, Monsieur David Allen. Voilà, Bonsoir. bienvenue au numéro 31, qui n'est pas au numéro 31, mais qui est un entretien, qui est une rencontre entre deux psychanalystes qui ne s'intéressent pas qu'à la psychanalyse. Et c'est pour ça que tout de suite, alors que le livre va être en librairie que dans quelques jours, le 1er mars, je vous ai sollicité pour participer à cet entretien qui est à la suite d'autres entretiens qui avaient lieu pendant 44 minutes, puisqu'ils étaient depuis un numéro 44. Maintenant, mon cabinet est au 31. Ça paraît totalement arbitraire, donc loin de la psychanalyse telle que nous pouvons la pratiquer, c'est-à-dire une psychanalyse, je dirais, ouverte. J'ose le mot d'ouverture, d'une ouverture avec des limites, des frontières. Et pour le coup, tout de suite, en voyant l'annonce de votre livre, un deuxième livre aux éditions nouvelles du Champ Lacanien, puisque vous aviez déjà publié un livre avec d'autres auteurs, là, ce n'est que vous avec des auteurs dans lequel vous nous introduisez, qui font, je dirais, chemin dans votre parcours, puisque psychanalyste clinicien, mais par le passé, vous avez officié dans quelques universités, vous avez été chercheur, et vous reconvoquez à l'intérieur de cet ouvrage Histoire de psychose, histoire au pluriel, psychose au pluriel, avec un sous-titre qui déjà nous introduit dans ce que j'essaye de dévoiler progressivement, sujet divisé au sujet marchandise. Mm. Donc deux aspects, nous sommes deux aspects, alors on va dire une histoire de la théorie de la folie ou de la praxis de la folie, de la psychiatrie à la psychanalyse, hein, des grands précurseurs de la psychiatrie jusqu'à Jacques Lacan et pas jusqu'à Jacques Lacan, et également aussi dans la littérature, vous nous convoquez, vous nous rappelez à des auteurs dont on a pu déjà entendre parler sous votre plume, et peut-être pour commencer, bah déjà, merci d'avoir accepté ce petit Merci à entretien. vous. Je vous ai dit que nous allions durer 31 minutes, donc peut-être faudrait-il que je mette effectivement un compteur de minutage. Donc peut-être que nous allons dépasser ces 31 minutes. Voilà, comme toute bonne séance, ce n'est pas la loi de la technique ni de l'horloge qui va nous guider, mais les mots, dans tous les sens du mot. Peut-être que pour commencer, on en a parlé un petit peu avant ensemble. Peut-être pour commencer, si je vous proposais de lire un petit extrait que je vous ai sollicité tout à l'heure, qui va permettre effectivement, comme on l'a suggéré, hein, comme je viens de le suggérer, qui mettra en avant bah, noms. Deux noms. Alors, l'un vient de la psychiatrie, l'autre vient de la littérature, bien que les deux ne se limitent ni à la psychiatrie, ni à la littérature. Alors, c'est page exactement 133 d'un ouvrage qui en compte un peu plus de 200, un ouvrage qui possède effectivement aussi des annexes et également trois documents originaux. Et donc, page 133, en conclusion d'un chapitre, alors je vous ai perdu, peut-être allez-vous réapparaître, moi je continue cette lecture. Le rationalisme morbide, idéal, type de la structure psychotique, constitue assurément la clé de voûte de l'édifice. Dans le champ de la psychopathologie, Gabel seul put répondre aux angoisses de l'aliéniste François Leray, qui, en 1834, faisait le constat d'une folie dans le monde aussi importante qu'à l'intérieur de l'asile. Vous venez de réapparaître. Normalement, on a vu à l'écran comme moi-même, mais donc c'est très très bien. Et puis comme vous connaissez parfaitement votre ouvrage et on a évoqué ce passage, je poursuis donc ce passage. Rien ne nous permet de réunir un psychiatre universitaire comme Gabel et un écrivain marginal et toxicomane comme William S. Burroughs. Rien, sauf peut-être le fait que les deux auteurs ont fait œuvre autour de la question de la réification, sans oublier les idéologies folles, productrices de fausses consciences. Gabel théorise, dirons-nous, ce que Burroughs illustre, les tableaux apocalyptiques qui signent l'univers de ce dernier, dans le sens où il donne à voir un univers en décomposition, sont comme la préscience de la théorie ultérieure de Gabel. Alors,
les personnes qui vont nous écouter plus que nous voir, pour certaines, connaissent peut-être ces trois noms, mais pour d'autres ne les connaissent pas. Mais est-ce que c'est là le plus important? Vous nous convoquez aussi une date dans cet extrait, 1834, et on parle de Oui, quelque chose de totalement moderne puis contemporain. C'est de là où s'étire votre ouvrage, les prémodernes jusqu'au contemporain. excellente remarque. D'abord, je crois qu'autour de 1830, il y a d'une part la remarque d'Engels sur la réification de la pensée du prolétariat anglais, et Engels évoque en anglais la spinning jenny, c'est-à-dire le métier à tisser qui va affaiblir une partie du prolétariat et du sous-prolétariat industriel. Et cette image d'aliénation sociale va apparaître quelques années après dans les travaux de Aslam comme figure d'un nouveau délire qui va apparaître, à savoir le syndrome d'influence. Donc, il y a le point de cette date est intéressante parce qu'elle pointe l'unité de l'aliénation sociale avec l'aliénation de structure à travers la figure de James Tilly Matthews. Et le Ray, c'est pas un aliéniste très sympathique, il est aussi violent avec ses patients que les autres. Il faut jamais prendre au sérieux cette idée de traitement moral en France. Traitement moral, c'est un traitement barbare, si on regarde bien. Ceci dit, le Ray a cette intuition ou cette compréhension puisqu'il se dit qu'il y a autant de folie dans le monde qu'à l'asile. Et il parle de l'asile de Charenton, il parle de la Salpêtrière et de Sainte-Anne. Et il dit, ben, j'ai presque honte, je le cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, de ne point y voir de différence. Et c'est à partir de cette question que Gabel, qui va rompre avec le Parti communiste dans les années 1930, qui est un marxiste anti-stalinien qui va avoir une influence importante sur le développement de gens comme Guy Debord en France, etc. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu grâce aux situationnistes que les éditions de Minuit ont sorti la dernière réédition de La Fausse Conscience qui date de 67, 68, quoi. C'était quand même le dernier moment où ce type de livre pouvait se lire à la fac. Et ce que j'ai trouvé très utile, c'est Burroughs, de son côté, décrit un monde où il n'y a plus de rapport entre les mots et les choses. Il n'y a plus de rapport entre le S1 et le S2. Qu'est-ce que c'est qu'un policier dans le monde de Burroughs? C'est quelqu'un qui va tirer dans la foule, qui s'intéresse à violer, et ainsi de suite. Il y a plus les repères habituels. Et ce sont finalement deux théoriciens de la fausse conscience et de la réification qui travaillent de façon très très différente. Burroughs est un spécialiste de l'instantané, de la petite situation affreuse de dégradation, de viol, d'abus de pouvoir. Gabel va théoriser la même chose, mais avec une méthodologie construite tout à fait autrement. Mais je dirais il y a un point d'unité
qui est la réification qui est au centre du travail de Gabel. Le premier titre de sa thèse, c'est la réification avant qu'elle prenne le titre que Axelos avait proposé, Fausse conscience, étude de la réification. Et quand on relit Burroughs depuis 53 jusqu'à ses derniers écrits, on s'aperçoit qu'il y a toujours ce risque de la subjectivité qui se transforme en être crustacé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la destruction de la conscience, et c'est ça qui justifie, enfin, c'est dans l'après-coup, mais si on regarde cet axe William et William, Shakespeare et Burroughs, on s'aperçoit que dans un premier temps, chez Shakespeare, il y a un travail énorme sur l'équivoque, le, le- le rapport entre le sujet et l'inconscient à travers l'équivoque. Il y a un rapport sur le langage en tant que possibilité de produire du mensonge. Hein. Quand on regarde Macbeth ou Hamlet, le message, c'est pas du tout l'être humain est bon, c'est le langage ment. À quoi sert le langage? Ben, entre autres, ça sert à mentir. Tout Hamlet et une grande partie de Macbeth est construit autour de cette idée que le mensonge est accepté par la population, par les acteurs. Euh, je suis reconnaissant à ce travail parce que c'est des textes qu'on peut lire et relire et c'est finalement le clavier à la main que je me suis rendu compte de la grande différence entre l'équivoque chez Hamlet et l'équivoque chez Macbeth. Hamlet utilise l'équivoque pour diviser les gens dans la salle, les gens sur scène et ainsi de suite, nous oblige à réfléchir autrement sur le langage. What is the matter? Between whom? Quel est le problème? Entre qui? Le problème. Toujours, Hamlet a cette capacité de déplacer le sens. C'est un déplaceur de sens jusqu'à la fin de l'acte 4, tandis que Macbeth ne questionne jamais l'équivoque, il prend ce qui va dans le sens de son ambition. C'est là sa chute, d'ailleurs. C'est là sa chute. Et ce qu'on, cette, con- cette, cette rencontre entre les deux Williams amène l'idée d'une mort ou d'un affaiblissement, si vous préférez, de la division. C'est une division qui serait refermée par la marchandise. Alors, quel type de marchandise? Excellente question. La cam, évidemment, dans un premier temps. Et Oui, il y a quoi? Il y a un tiers de la population française qui actuellement utilise régulièrement des substances autorisées ou pas. On s'en fout un peu, mais quand même un bon tiers. Et aussi, ce que Boros avait prévu, c'est l'externalisation de la subjectivité par le gadget. Et ça, c'est déjà dans le Festin nu qui est sorti à Paris en 59, quelque chose comme Man is externalizing himself in the form of gadgets. Et il a à l'esprit l'idée du ping-pong, par exemple. Mais aujourd'hui, on n'est plus au, pardon, pas le ping-pong, le flipper, évidemment. On n'est plus du tout à l'époque du flipper.
Mais il y a une subjectivité, effectivement, qui est absorbée par les écrans, les jeux et ainsi de suite. Et j'aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, d'une certaine façon, le monde a rattrapé Burroughs. On est déjà passé par une phase orwellienne. Aujourd'hui, Orwell passe au fond comme un réaliste social. Il n'y a pas, il y a pratiquement rien dans ces prévisions monstrueuses, mais tout s'est réalisé aux écrans, les livres rédigés par les machines, et ainsi de suite. Euh, Ce qu'on peut peut-être craindre, et puis je vais m'arrêter là, ce qu'on peut peut-être craindre, c'est que Burroughs ait été peut-être un petit peu optimiste. Là, on est directement, parce qu'il s'agit de parler de votre livre, évidemment, même si on n'est pas dans une émission littéraire, ni d'ailleurs entre simplement collègues, puisque, comme vous nous le suggérez, il s'agit de traverser, hein, et de traverser effectivement les disciplines, hein. On aura compris que d'un seul coup, vous convoquez, alors là, pour le coup, il ne s'agit pas de Shakespeare, il s'agit de ces acteurs au sens virtuel, puisqu'on peut quand même employer des mots qui ont un autre sens qu'un premier sens. Et également, dans votre ouvrage, par exemple, là, c'est typiquement le premier chapitre, il y en a 9, hein, William et William, naissance et mort de la subjectivité, comme vous nous l'avez légèrement fait ressentir dans les œuvres de William Shakespeare et William S. Burroughs. Donc, il ne s'agit pas de convoquer toutes les œuvres, mais vous avez aussi cette honnêteté, je dirais, de aller piocher, même en avertissant à un moment donné votre lecteur, donc de nous reconvoquer, puisque tous les lecteurs n'ont pas tout Shakespeare en tête ou tout William Mm, Rose. mm, Hein, et donc, mm. il n'y a pas besoin d'avoir la connaissance essentielle de cette littérature et vous ne vous en servez pas comme simplement quelque chose d'illustratif. Et il y Ah a, non. non, voilà, et ça c'est très important parce que à la fois ça fait partie de votre quête, de votre recherche, et on retrouve à un autre moment, et ça c'est très important de votre livre également, puisque c'est un livre qui s'inscrit dans une collection qui s'appelle Clinique, donc, il ne s'agit pas de savoir si William Burroughs était schizophrène ou pas schizophrène, de savoir si James Joyce, dont vous ne parlez pas à ce niveau-là, était psychotique, pas psychotique. Je pense que tous les gens qui ont entendu parler de ça. Donc, vous, déjà, simplement, vous remettez. Hein, vous n'avez pas peur, et heureusement, puisque de parler du travail de certains chercheurs, mais par exemple de dire Lacan, Freud sur Shakespeare ont pu le convoquer à tel ou tel moment, de convoquer d'autres collègues qui ont fait un travail de recherche aussi, hein, dans cet ouvrage, on en parlait tout à l'heure, hors caméra, la convocation de notre collègue Jean Alouche, qui nous a tristement Oui, quittés, oui, l'année dernière. Tout ça pour nous faire comprendre effectivement que cette transformation de la chose, c'est pas simplement qu'une chose, je dirais, conceptuelle liée avec un univers que vous connaissez bien, puisque vous avez enseigné en psychopathologie à l'université. Là, il s'agit de la réification de la chose aussi qui a pu être abordée, et vous faites le lien historique, c'est ça très important, donc transhistorique, je puisse dire, transdisciplinaire, mais également transdisciplinaire et transhistorique en convoquant par exemple des penseurs légèrement oubliés, comme vous l'avez évoqué après cette période de 68, comme Lukács, hein, qui est le grand oui, penseur de la réification, qui n'est pas directement le type qui prend de la cocaïne ou de la drogue avec William Burroughs. Mais est-ce qu'on peut se permettre ça? Oui, on peut se le permettre si ça nous éclaire, et c'est aussi un point très important, non pas d'un point de vue, je dirais, scientifique, mais simplement d'un point de vue clinique, en tant que praticien, certainement, je crois, et aussi également pour d'autres personnes qui s'intéressent aux mots de notre époque contemporaine, comme vous l'avez évoqué, totalement dépassé au sens de surdimensionné par rapport à des écrivains, des visionnaires qui ont travaillé effectivement peut-être à tenter, alors pour Burroughs, on ne pourra peut-être pas parler de soins, mais qui ont tenté quand même de désamorcer des choses différemment avec leurs outils, on va dire, artistiques, puisque
dans cet ouvrage aussi, on le trouve en annexe. Vous redonnez une filiation à des éléments qui sont souvent très connus, parce que bien sûr, on connaît tout dans le monde dans lequel on est. Donc, comme vous avez convoqué Guy Debord, bon, bah, la Société du spectacle, on en regorge d'ailleurs, tout est spectacle, très corps, très bien. Qui a lu la Société du spectacle? Un peu moins de monde, est-ce qu'il faut la lire? Peut-être pas, mais en tout cas, on la vit. Vous convoquez le cut-up, hein, une Oui, technique, vous rappelez effectivement cette technique, vous recentrez, je dirais, cette technique d'un point de vue historique en parlant d'un peintre qui n'est pas que peintre, qui est peut-être poète, mais en fait qui travaille aussi sur ces techniques, qui s'appelle Volman. Euh, oui, oui, donc, il y a aussi tout un travail de ciselage, si je puis dire, hein, dont vous êtes coutumier par rapport à l'histoire de la psychiatrie. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller nous rendre compte, je dirais, de choses, bah, des tiroirs oubliés, parce qu'effectivement, ce sont certaines figures qui peuvent nous en dire encore quelque chose, exactement d'un point de vue clinique. Je vous ai proposé quelque chose tout à l'heure. Est-ce que c'est le bon moment? On va dire que c'est toujours le bon moment. Il y a quelques illustrations dans votre livre, bien évidemment. Il y a une très belle photo de William Burroughs vivant. Je m'étais même demandé si vous l'aviez déjà croisé, mais ne dévoilons pas tout. Je vais vous proposer juste, vous allez me confirmer qu'on la revoit bien à l'écran partagé pour les gens qui nous reverront. Elle vient d'apparaître. excellent. J'ai fait exprès, bien évidemment, de détourer le texte qui accompagne cette image, parce que je me suis dit que vous pourriez peut-être nous en dire quelque chose. Avec plaisir. Voilà. Puisque ce schéma, on voit bien qu'il y a des... Alors pour les lacaniens qui nous écouteront, bien évidemment, c'est sûr, hein, tout schéma ne peut être que lacanien, tout le monde a compris tous les schémas de Lacan, leur évolution, mais là il s'agit du jugement dernier, le jugement dernier entre rationalisme et géométrisme morbide. Et je trouvais Absolument. que dans ce titre-là, on n'était pas très loin de la convocation de cet univers, non pas concentrationnaire, mais psychiatrique, et puis également d'écrivains prémodernes, anglophones, anglais ou francophones, puisque William Burroughs a vécu à Paris également. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Allen, sur ce schéma, justement? Alors, chers collègues, il s'agit d'un extrait de l'autobiographie de d'Anton Theophilus Boisen. Alors, qui était Boisen en quelques mots? C'est un psychologue paraphrène aumônier, docteur en théologie qui était, on pourrait dire, un petit peu le Schreiber de Harry Stack Sullivan. Et il avait, donc, c'est un... Alors, il faut comprendre que son autobiographie que j'ai traduit avec une collègue en français du fond de l'abîme. Et c'est un, entre autres, c'est un commentaire sur la relation entre Boisen, le calendrier chrétien et la chronologie des périodes délirantes. Boisen est quelqu'un qui, c'est un écrivain extrêmement honnête vis-à-vis de sa folie. Il explique, par exemple, que quand il avait 4 ans, il était enquiquiné par des érections incontrôlées, incontrôlables, et ben, la famille était un petit peu embêtée. Donc, on l'a amené avec la charrette voir un chirurgien et il y a eu une intervention dans le réel biologique sur le pénis. Ensuite, de temps en temps, il y avait beaucoup de choses au niveau scopique. Quand il a 8 ans, je crois que son père est encore vivant, il est dans le jardin de la maison, jardin devant une maison de 3 4 étages, belle maison en bois.
Bloomingdale, Indiana, si je me souviens bien. Et il y a des enfants qui passent et qui disent Anton, donne-nous des pommes. Et ils ont une sorte de catapulte pour enfants. Et Boisen fixe la catapulte et il ne ferme pas les yeux, il fixe la catapulte et c'est comme ça qu'il perd un œil. Par la suite, ben, des difficultés niveau scopique. Il y a des mots obscènes d'un dictionnaire de grec qui sortent du dictionnaire pour le frapper à l'œil. C'est comme ça qu'il l'explique. Et ici, c'est une période délirante qui raconte, le jugement dernier. Et c'est important d'abord parce qu'on devrait lire tous les psychotiques, pas simplement Schreber. Le point central du diagramme représente le moment où il y a une question qui est posée pour savoir si un sujet peut passer à l'étage supérieur ou s'il doit être renvoyé vers les ténèbres. Le jugement dernier marche comme ça et c'est ce que Boisen appelle un peu hit and miss, c'est-à-dire un peu arbitraire. Et c'est aussi un système pour évaluer le genre, le sexe, l'identité sexuelle d'une personne. Et quand Boisen arrive à être évalué, le système lui dit qu'il est, je cite, parfaitement neutre, fermez les guillemets. Alors, si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit assez vite que chez Schreber, l'école française a beaucoup insisté sur le pouce à la femme. Chez Boisen, il n'y a pas de pouce à la femme, il y a ce que j'appellerais, ce qu'il appellerait lui, s'il pouvait le dire, le pouce au neutre. Il est parfaitement neutre. Et chez quelqu'un comme Blandine Solange, dans son livre Inoculez-moi encore une fois avec le virus du sida et je vous le donnerai le nom de la rose, chez elle, il y a du pouce à l'homme. Elle a le sentiment d'éjaculer, d'avoir un pénis exactement comme un homme. Ce qui m'amène à dire qu'au fond, en fonction du rapport au verbe être, on peut avoir du pouce à la femme, du pouce à l'homme, du pouce vers le neutre, mais c'est pas automatiquement du pouce à la femme. Et c'est en ça que je trouve que les lectures de psychotiques un petit peu oubliées est terriblement utile sur le plan clinique. Et puis, bah, je crois que j'aime bien aussi rendre compte des écrivains un petit peu oubliés. Voilà. Alors là, c'est d'une complexité, complexité ou complicité que vous me tendez là, Monsieur Allen, Les puisque deux, mon général. les deux, mon général, et donc parce que moi j'ai sous les yeux et la conclusion de votre livre, il n'est pas vraiment une conclusion, mais ce sont vos mots, car je vous cite, de toute évidence, certains sujets cliniquement psychotiques se montrent beaucoup plus lucides dans leur analyse de notre monde que les commentateurs officiels. Je ne sais pas si vous parlez des commentateurs officiels de certains de nos collègues qui écriraient plus que d'autres, mais on ne va pas se moquer de nous-mêmes, bien que, je poursuis, tout comme Hamlet, ils ne sont pas tenus par les semblants, ni par les illusions et les mensonges qu'une partie du monde cherche à maintenir à la manière des fables pour enfants. Ils peuvent, enfin, le signe, très souvent dire vrai. Ils peuvent enfin très souvent dire vrai. Votre ouvrage est quand même une invitation à la vérité. On pourrait dire en russe la pravda, non sans humour de ma part,
Et cette conclusion n'est loin d'être une conclusion, puisqu'après, il y a quand même, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une annexe avec effectivement euh, quelques références littéraires, mais pas que littéraires. Donc ça, c'est important aussi, qui sont, je ne suis pas certain pour la plupart inédites, mais également une convocation sur cette technique inventée par Burroughs et un autre de ses grands amis que vous avez peut-être pu croiser d'ailleurs, qui a vécu une partie de sa vie à Paris, sur cette question du cut-up, dont on pourrait effectivement lancer un séminaire pour savoir est-ce que le cut-up est une coupure, est l'équivalence d'une coupure lacanienne. En tous les cas, il y a quelque chose qui est présent dans votre travail également. Il n'y a pas de contresens intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous replacez bien et donc vous écrivez en tant que psychanalyste, hein, voilà, vous replacez bien les éléments dans leur contexte, contexte au sens d'essayer de tisser un cheminement à travers le temps et l'espace, qui paraît être un lieu commun, mais qui nous fait traverser aussi l'Europe, qui nous fait traverser effectivement la planète, qui nous fait traverser, comme je l'évoquais au début, cette modernité avec une subtilité qui vous a fait sourire quand je vous ai évoqué cet aspect-là. C'est tellement évident que dans votre ouvrage, il y a un index des noms avec des personnages plus ou moins connus. Et donc, je vais le citer, on ne pourra pas en parler dans ce petit entretien, mais qui est un peu moins connu et il vous tient à cœur, c'est Oscar Panizza. On laissera Mm, les gens chercher ou lire dans mm, votre livre, puisqu'il est cité une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois dans votre livre. Voilà. mm, Il y a deux personnages qui sont loin d'être des personnages, si ce n'est dans le théâtre psychiatrique, de l'histoire de la psychiatrie, et qui a été aussi interrogé par Lacan d'un point de vue de la psychanalyse, Gabel indirectement, et Minkowski. Minkowski, mm. dont vous avez beaucoup travaillé. Donc, cet ouvrage, c'est un ouvrage qui ouvre, mais qui ouvre également aussi à d'autres de vos publications. Mais la particularité, comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, c'est que dans ces noms propres, les deux Williams ne sont pas dans la table des matières. Et ça Mm, en dit long de quelle manière, effectivement, vous parliez d'écrivains oubliés. Ça ne veut pas dire que vous les oubliez. Ça veut dire qu'effectivement, il ne suffit pas d'acheter un livre pour le lire. Il ne suffit pas d'aller consulter pour qu'un travail analytique se mette en place. Il ne suffit peut-être pas d'avoir un diplôme pour que les choses avancent. En tous les cas, on arrive à cette situation où même Oscar Panizza est cité huit fois alors qu'André Breton est cité qu'une fois. Et cette conflagration, ce rapport effectivement à travers cette modernité, c'est à la fois votre interrogation et votre interrogation, vous nous la faites partager et je pense qu'elle peut être une très bonne introduction en fonction du temps que les uns et les autres, et quel que soit leur questionnement sur la psychiatrie et le soin, peuvent avoir avec ce monde qui est devenu alors une totale marchandise. Pas loin. On y arrive. On y arrive petit à petit, effectivement. Et probablement, c'est les collègues qui travaillent dans les écoles, dans les CMP enfants, là où il y a encore des CMP enfants, qui vont être beaucoup plus conscients que vous et moi des dégâts de ce que Burroughs appelle cette externalisation de la conscience, à savoir la, la mort des liens les plus basiques et le remplacement de ces liens par des rapports avec des objets marchandises. On pourrait presque dire un sujet est un portable pour un autre sujet. Tôt ou tard, on arrivera presque à ça, avec l'effondrement de rapports humains qui étaient autrefois considérés comme banals, basiques. Il suffit de regarder dans la rue et en tenant compte de certaines citations de Burroughs. Le, le- le rapport entre le parent qui pousse une poussette et l'enfant qui s'adresse au vide parce que bah, faut faire les textos, il faut parler, il faut
Et je crois que ça, c'est simplement la surface, mais l'idéologie de la marchandise, que ce soit marchandise légale ou illégale, semble gagner du terrain tous les jours. C'est à ce moment-là où le silence s'impose et en tout cas, oui, on peut dire bravo aux nouvelles éditions du Champ lacanien parce que c'est un risque de publier un ouvrage et c'est également un engagement de votre part à poursuivre effectivement et de tenter, comme je l'ai évoqué, en si peu de mots, une telle ouverture en confrontation avec le monde dans lequel nous sommes, hein. C'est cette idée-là, je pense que c'est un ouvrage qui en appelle d'autres au sens qui déjà existe et surtout à ce que chaque lecteur ou chaque lectrice, bien évidemment, ou chaque neutre, puisse faire sien et s'accrocher avec cette histoire qui nous passionne en tous les cas, tous les deux et pas que tous les deux. Voilà. Et donc, je vais couper cet enregistrement en vous souhaitant une bonne lecture à toutes et à tous et en vous remerciant, Monsieur Allen, pour ce petit échange et surtout pour votre parole. Merci à vous surtout et merci aux éditions nouvelles du Champ lacanien d'avoir pris le risque et le temps de publier cet ouvrage.